Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Week Trading, votre nouveau rendez-vous, et on va essuyer les plates aujourd'hui au niveau technique et tout ça parce que c'est assez compliqué de refaire une nouvelle émission. Votre nouveau rendez-vous du week-end, on va prendre le temps tous les samedis à 10 h de faire le point sur le climat psychologique des marchés financiers. On va voir les indices et puis on va prendre le temps d'étudier quelques actions qui me paraissent pertinentes dans un secteur particulier. Aujourd'hui, on va étudier 3 actions. Alors, je recherche la liste voilà, des actions. Donc, on va faire des indices classiques, américains, européens. Pas d'indice asiatique, j'en ai pas trouvé qui pouvait être particulièrement intéressant. On va analyser du Air France, du Accor. On va être sur le domaine de la reprise du Covid. On va aussi voir Merck et compagnie. La grosse boîte qui peut changer les choses. On va faire du Bitcoin, de l'Ethereum. Et puis, mon chouchou, le WTI. On va voir si on va attaquer les 80 $ ou pas. Donc voici le programme. On se l'a fait à la cool pour moi. Enfin, je le vois comme ça et je vais le vivre comme cela. C'est différent des Good Morning Trading. Good Morning Trading sont quand même un peu speed et un petit peu plus stressant parce que le marché ouvre quelques minutes après. Là, on a 48 heures. Donc, ce sera tous les samedis en direct à 10 h. Bon, aujourd'hui, ça a commencé à 10h08. Petit problème technique, mais ce sera arrangé pour la semaine prochaine. Donc, 10 h en direct. Vous pourrez m'envoyer à partir de la semaine prochaine, parce que ça n'a pas marché là, vos questions en direct. J'essaierai d'y répondre, mais en tout cas, j'y répondrai individuellement. Et puis bah voilà, c'est plutôt pas mal. Et je vous présente quand même le programme, parce que c'est pas tout, hein. Il y a d'autres choses. Je vous présente le programme des webinaires du week-end, parce que j'ai décidé de me faire super plaisir. Donc tous les samedis à 10 h maintenant, on aura un point marché sur des indices, des actions, des cryptos, 3 petits points. Ça pourrait être les taux si l'actualité est intéressante et si je pense que ça peut nous être utile pour notre trading la semaine prochaine. Tous les samedis aussi à midi, il y aura une vidéo sur un thème plutôt économique. Là, comme j'ai beaucoup de questions, de demandes, j'en profite pour vous présenter mon école de trading où vous pourrez vous inscrire à partir de lundi. Je rassure les membres pour le coaching VIP, ils sont déjà inscrits, il n'y a pas de souci, ne paniquez pas. Donc comme ça, vous aurez toutes les infos. Je vais surtout vous expliquer pourquoi je lance une école de trading et quelle est son originalité. Voilà, je suis prof depuis, j'ai eu mon concours à 22 ans, je suis prof depuis 25 ans, j'ai jamais arrêté en fait d'enseigner, et puis là je fais mon école avec mes normes pédagogiques et vous allez voir c'est assez différent de ce que vous avez pu connaître même en ayant été à l'université ou plus haut. On va vraiment faire une école pour les apprenants et pas pour le professeur. Donc ça change beaucoup de choses, vous verrez. Et puis dimanche à 10 h, on aura ce que j'appelle carte blanche. Je vous fais un webinaire sur un thème qui me plaît. Ça peut être absolument tout et surtout n'importe quoi. C'est ça la chose la plus intéressante. Ça va être pour aiguiser votre curiosité. Et je vais commencer par les valeurs de la chevalerie au Moyen-Âge, l'histoire de pouvoir parler un petit peu de cette période méconnue, méprisée et pourtant totalement passionnante. Mais ce qui vous intéresse là, si vous êtes là à 10 h, c'est le point marché sur les indices. Actions, crypto et WTI pour aujourd'hui. N'hésitez pas, c'est toujours sympa de vous abonner à la chaîne YouTube, d'en parler autour de vous. Je vous rappelle qu'elle est gratuite et sans aucune publicité, ni appel aux dons ou autre cagnotte. Donc si ça vous plaît, merci d'en parler autour de vous. Plus on sera nombreux, plus j'aurai d'énergie et plus ce sera intéressant pour vous et aussi bien entendu finalement, in fine, pour moi. On attaque donc les analyses graphiques. On va parler grosso modo du climat de la journée, de la semaine et la semaine prochaine. Et le CAC 40 est nous montre bien les choses à ce niveau. On a une semaine compliquée, on a une semaine difficile.
Et on le voit très bien, depuis 15 jours, on baisse, on essaye de se reprendre. Et puis globalement, sur la semaine qui vient de s'écouler, on a un profil baissier assez net, avec des tentatives systématiques de rebond. Et vous voyez bien qu'elles avortent, hein, parce que si on trace une petite ligne sur les plus hauts, systématiquement, on se prend une petite claque. On voit bien la dynamique long terme, là où nous sommes sur un an. Bon, il n'y a rien à dire, on a fait un plus bas au mois de novembre, on était vers les 4004, on est à 6005, 6006, donc le CAC 40 en un an glissant a pris à peu près 50%, il y a strictement, c'est magnifique, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne faut pas avoir c'est une illusion d'optique, parce que si on regarde sur les 2 derniers mois, ici on a les graphiques sur les 2 derniers mois, eh ben, on baisse. Globalement, on n'a pas un profil de super winner. Alors pourquoi? On a une accumulation de mauvaises nouvelles. Je vous ai parlé toute la semaine de Evergrande, le géant de l'immobilier chinois qui doit 300 milliards de dettes. Il rembourse les intérêts de ses dettes avec lenteur, on va dire. Certaines dettes sont remboursées partiellement, on a l'impression qu'ils gagnent du temps, donc ça crée une grosse tension. Pourquoi? Parce qu'on a bien entendu le spectre de Lehman Brothers qui trop gros pour faire faillite, mais les marchés, ou du moins le gouvernement américain avait voulu faire un exemple en disant faites pas n'importe quoi, vous pouvez être gros et tout, on n'ira pas vous sauver, et on a eu la conséquence économique à l'échelle du monde, une véritable déflagration, et donc maintenant on sait que quand on est trop gros, il faut absolument que l'État intervienne. Mais là dans le cas chinois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça affecte tout le monde? Parce que j'ai reçu des emails qui me disent, je simplifie, grosso modo, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'immobilier chinois? Moi, je suis très bien à Paris et mon immobilier, il a plutôt tendance à monter, donc je ne vois pas les conséquences que ça peut avoir sur ma petite vie à moi d'occidental au nombril important. Tout simplement parce que ces 300 milliards, on ne sait pas du tout qui les a prêtés. Nous vivons dans la mondialisation, c'est l'interconnexion, les banques se prêtent entre elles, les compagnies d'assurance, etc. Et il est fort à parier que sur ces 300 milliards, on a des banques européennes, on a des banques américaines qui ont peut-être prêté 2, 3, 4, 5, 6 milliards à Evergrande, voire des dettes que l'on ne connaît pas. Donc, voilà, imaginons, je ne sais absolument pas, ce n'est pas la peine que cette banque, d'ailleurs je vais plutôt donner un nom X, donc la banque X française, comme ça je suis sûr de ne pas avoir un avocat qui appelle, la banque X française a prêté à Evergrande, imaginons 10 milliards d'euros, Evergrande fait faillite, la banque peut s'asseoir, au sens propre et quasiment figuré, sur les 10 milliards, elle ne peut pas les récupérer. 10 milliards en moins dans son bilan, ça peut mettre cette banque-là en difficulté. Si cette banque-là est en difficulté, les autres banques vont commencer à prendre peur, parce que ces autres banques, elles ont aussi prêté éventuellement de l'argent à cette banque qui est en difficulté. Et là, on arrive sur ce qu'on appelle la théorie des dominos. C'est un petit peu 1929. Alors 1929, il y a plein de théories... plein de thèses, on va dire, différentes sur qu'est-ce qui a déclenché, etc. Bon, c'est pas une raison unique, c'est toujours des faisceaux de multiples qui créent les grands événements. Mais en 1929, on a eu, grosso modo, c'est ce qui a perturbé tout le système bancaire à l'époque, et on n'était pas ultra mondialisé comme maintenant. Il faut quand même vous rendre compte que 1929, pas de téléphone portable, pas d'internet, on se demande comment ils pouvaient vivre. Donc la mondialisation était extrêmement serrée. On a une grosse banque autrichienne qui a fait faillite, et cette banque autrichienne, il y avait des banques allemandes qui avaient prêté beaucoup d'argent, et les banques allemandes se sont retrouvées en difficulté. Donc diffusion du problème, on n'est que en 1929, et ces banques allemandes, elles avaient été aidées, il y avait des prêts avec des banques américaines, et les banques américaines ont pris peur, elles ont retiré leurs capitaux en Europe, et ça s'est mis en cascade. Et donc c'est ce que l'on pourrait avoir peur pour Evergrande, et c'est pour ça que c'est une affaire à surveiller. Voilà.
faut pas avoir peur, faut pas se mettre à paniquer, ne vendez pas votre 150 mètres carrés place de l'Étoile à Paris, ça n'a pas des conséquences directes à ce point-là, mais c'est quelque chose qui a survécu, ça crée de la tension sur les marchés, et on le sent, c'est un marché tendu. Tendu, pourquoi? Deuxième chose, les prix montent, et on a les prix de l'énergie qui montent énormément, et là je vous fais tout de suite une petite analyse, on attaque sur le sur le WTI, et qui est un exemple. Alors attendez, boum, alors c'est du direct, j'ai ma connexion qui plante DAX Eurostock, hop, et WTI, voilà. Bon, oui, parce que je diffuse, alors il faut que je vous explique, je m'entraîne pour mon école justement. Actuellement, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu bloqué. Je diffuse en direct sur YouTube. Normalement, il y a une diffusion en direct sur Facebook, et normalement, il y a une diffusion en direct sur Vimeo. Et en quatrième, il y a une diffusion en direct sur mon école d'économie bourse trading. Donc, c'est peut-être pour ça. Voilà, bon, c'est le premier, on essuie les plates, c'est tout à fait normal. Donc, le WTI, c'est vraiment le symbole de l'inflation que l'on a, qui commencent à être là, on les a au niveau des statistiques macroéconomiques, mais aussi de la tension. Sur 200 jours, allez, on va le mettre comme cela, c'est pas mal, 200 jours, donc sur à peu près les 6 derniers mois, c'est ce qui m'intéresse, on est passé de 50 $ à quasiment 75 $, on se rapproche des 80 $. Donc ça coûte plus 50% l'énergie pétrolière. Pourquoi j'insiste dessus? On se dit, ok, on l'a vu quand je fais le plein de super ou de gazole à ma station-service, mais il n'y a pas que ça. Ça surenchérit aussi automatiquement tous les coûts de transport. Et les jouets qu'on va avoir à Noël pour nos gamins, ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher pour pas mal de raisons. Déjà, c'est généralement du plastoc. Donc, le plastique, c'est fait avec du pétrole. Donc, la matière première de 90% des jouets, achetez des jouets en bois. C'est plus écolo, c'est plus sympa. Et puis, ça fait plus mal quand les gamins se tapent dessus avec. Voilà, il vaut mieux. C'est pour ça qu'on a fait le plastique aussi, c'était pour des normes de sécurité. Donc, la matière première des jouets va coûter plus cher. Et puis, le transport, parce que les jouets, généralement, ça ne se fabrique pas à Neuilly-sur-Seine, c'est plutôt dans les usines chinoises, dans des régions dont on ne connaît même pas le nom. Donc les transports coûtent globalement plus cher. Et ça a des conséquences à l'échelle planétaire sur absolument tout, jusqu'au prix de la baguette de pain, parce que beaucoup de pays, je vous en ai parlé cette semaine, comme l'Algérie, doivent importer du blé pour nourrir la population, pour faire la farine, du pain, etc. Et tout coûte beaucoup plus cher. Donc, s'il y a quelque chose à regarder, c'est vraiment le meilleur indice pour moi de la tension inflationniste, c'est le baril de pétrole, parce que c'est du plastique, c'est les transports, et c'est fondamental pour notre économie actuelle. Et on voit vraiment que le WTI, il s'envole, à proximité peut-être il se rapproche des 80 $. On a eu un point bas sous les 40 $ au mois de novembre. Donc en un an, il a fait plus 110, 120%. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'espère que vous avez acheté sous les 40 $, parce que ça fait des années que j'écris que quand on a un baril de pétrole qui passe sous les 40 $, on essaie de l'acheter entre 30 et 40 $, donc ça fait 35 $. Le plus bas, je crois qu'il a fait 34,90. C'est généralement plutôt sympa en swing. Il n'y a plus qu'à prendre, attendre. Comme on l'achète sur futur, c'est roulé sur les échéances, ça fait tout petit peu de commission un peu ridicule. C'est les roulés, vous voyez, sur les différentes échéances. Bon, moi je le prends généralement sur de 3 mois en 3 mois, et puis vous attendez. Voilà. Et donc là, la question c'est jusqu'où le pétrole peut monter. Le plus haut possible, ça peut être sympa si vous êtes en position. Là, visiblement, il est parti vraiment pour monter. Il se rapproche du plus haut.
$80, et si on a vraiment la poussée inflationniste que l'on attend, on peut aller revoir très rapidement 90, $100. Quand je dis très rapidement, ça peut être dans 2 ou 3 mois. C'est pas du tout impossible, et voire par extension $120. On l'a connu. Il y a un petit côté complètement exponentiel, et c'est vraiment le nerf d'une reprise économique mondiale, c'est le pétrole. Alors je sais, c'est pas très ESG ce que je dis, mais pour le moment on en a besoin. On en a besoin. Et pourquoi les prix augmentent? Alors c'est lié forcément à la reprise, à la demande, mais c'est lié aussi à une chose, justement, c'est que on est en ESG, il faut de l'énergie propre, les éoliennes, blablabla. Je vous invite à aller voir les programmes politiques qui l'expliquent extrêmement bien, notamment aller voir les programmes politiques des écologistes. Voilà, donc plus de pétrole, on n'en veut plus, c'est le mal absolu, ouais, mais pour le moment, on ne peut pas. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas. Le plastique, on n'arrive pas à le remplacer. Les supertankers à l'énergie électrique ou à la voile, ça va quand même être super compliqué. On pourrait revenir, pourquoi pas à ça. Bon, c'est-à-dire que le coût du transport va être multiplié par 10, et le petit bonhomme Playmobil qui coûte 3 euros, on va le payer entre 30 et 50 euros. Tout ça pour vous dire que ce qui fait aussi monter les prix, c'est que les industriels se désengagent un petit peu, les groupes comme Total, etc., se désengagent de plus en plus dans le pétrole. Ils favorisent les énergies renouvelables, et ça c'est super, ça c'est absolument génial. Mais du coup, ils investissent plus. Ils vont pas dire on va pas remettre à neuf, entre guillemets, toutes nos centrales de transformation. Non. Donc on se trouve avec des problèmes. La circulation, on va dire, du pétrole n'est plus optimisée. Ils vont pas racheter des super pétroliers à tout va, donc on utilise un petit peu les vieux. Il y a des problèmes. Les raffineries, certaines fonctionnent à 50-60% de leur capacité parce qu'il n'y a pas eu d'argent pour rénover. Ça sert à rien. Vous n'allez pas mettre 2 milliards pour rénover vos raffineries en sachant que dans 10-15 ans, elles tourneront quasiment pas. Donc on se retrouve avec ça, une augmentation de la consommation normale sortie de Covid, et puis donc la demande et puis l'offre n'arrivent pas vraiment à suivre parce que les investissements n'ont pas été faits. Voilà. Et s'ils font des investissements, on leur tape dessus en disant mais regardez, nanana, vous favorisez pas les énergies renouvelables. Donc ils se trouvent un petit peu en situation compliquée. Si demain un groupe pétrolier indique qu'ils rénovent toute leur raffinerie, qu'ils mettent 5 milliards dessus, tout le monde va leur tomber dessus en leur disant c'est n'importe quoi, mettez les 5 milliards dans la recherche sur la pile à hydrogène ou des choses comme ça. Voilà, vous n'aimez pas la planète, etc. Donc ils se retrouvent un petit peu bloqués. Pour ceux qui veulent se faire de l'argent sur le WTI notamment, il y a un truc qui est plutôt sympa et qui marche plutôt bien, c'est un MACD. Pourquoi comme vous pouvez le voir ici, là on avait un très beau signal de MACD à tous les niveaux, donc pile ici, pile sur un achat à peu près à 65 $, et on est à 75, donc on a pris quasiment 15%. Pourquoi le MACD est intéressant? C'est un indice technique qui a pas mal de retard, mais alors c'est pas très intéressant pour les indices, c'est plutôt un indice de confirmation quand vous êtes rentré pour garder votre position. Par contre, il est particulièrement, je trouve, efficace sur le WTI du fait justement de son retard, parce que contrairement à certains indices, le WTI a une forme de comment vous dire, d'inertie. Voilà, je crois que c'est le beau mot, d'inertie, et le MACD arrive bien à capter cette inertie. Donc là, on avait un petit signal d'achat sur les 65 $ environ, et le MACD nous dit pour le moment, tiens la position, on est sur du 75, 76 $, on n'a pas de retournement sur notre MACD, pas franchement d'essoufflement. On a un point pivot mensuel qui est à 72,90. Ça, c'est intéressant. Mettre un stop à 72,40,
stop profit, c'est plutôt une bonne idée, puisque là on a eu une petite vague de baisse, on est descendu sur du 73, le point pivot mensuel nous a protégé, donc 72,50 niveau symbolique, on se met à 72, allez 72,39, hop 38,39, là on est plutôt pas mal. Pourquoi? Si on a un repli pas très fort, notre stop profit sera pas touché. Et si ça repart, on pourra reprofiter d'une accélération de 10% en plus, où il pourrait monter à 80, à 82 $. Donc là, c'est un indice très agréable à trader, plutôt technique. En swing trading, en day trading, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on ne voit vraiment pas des beaux signaux. Mais je vous encourage, si ça vous intéresse, à regarder le WTI en utilisant le MACD et en ayant bien conscience que on l'utilise de manière différente par rapport aux indices. On profite en fait de cette force d'inertie, et ici on voit qu'on avait vraiment un très beau croisement, tout comme ici on avait un début de croisement qui pouvait nous amener, on pouvait à peu près suivre une partie de cette baisse là intéressante. Mais là, très beau croisement, et plus votre RSI va se rapprocher de la zone 25, alors on va dire la zone 25-30, je préfère 25 parce que ça donne vraiment de meilleurs signaux, c'est plutôt pas mal. Et là on avait une sorte de combo plutôt sympa. On a le RSI qui lui réagit beaucoup plus rapidement, même sur des bougies journalières, comme quoi on avait une possibilité de rebond. On attend, et notre MACD nous donne effectivement la confirmation. Alors, on pouvait le voir ici, mais le plus simple, c'est vraiment quand on a le croisement, et hop, 65, 66, on pouvait rentrer. Voilà un petit peu pour le WTI et ses conséquences. Donc même si vous ne tradez pas le WTI, si vous ne comprenez pas trop ce que c'est l'inflation, etc., est-ce que de tel secteur va être touché par l'inflation, regardez le cours du WTI. C'est un indicateur inflationniste, à mon avis, le plus efficace qui existe, parce qu'il prend en compte tous les transports, il prend en compte entre autres le plastique, et on a beau voir partout, voilà, même ma souris elle est en plastique, mon clavier, tout. On est la civilisation du plastique. Je vous fais un petit scan rapide des indices. CAC 40, phase plutôt baissière, comme on l'a vu après son plus haut du mois d'août. Donc voilà, vraiment avoir dans l'idée que les 10 années de hausse continue régulière, ça commence à s'essouffler, et qu'on commence à se poser des questions pour des tas de raisons, mais surtout la raison majeure, c'est l'inflation, parce que l'inflation, c'est l'ennemi de la rentabilité des entreprises et du pouvoir d'achat des particuliers. Quand les prix augmentent, quand les matières premières augmentent, les entreprises soit n'augmentent pas leur prix, et dans ces cas-là, leurs marges sont réduites, elles vont gagner moins par produit. Si vous vendez un produit 10 € et que pour le produire, le créer, le distribuer, etc., rémunérer vos employés, parce que hélas, depuis l'abolition de l'esclavage, on doit rémunérer les employés. Bon, je pense que vous êtes comme moi, vous trouvez ça totalement aberrant dans une logique d'économie pure. Je plaisante, hein, bien entendu, faire attention quand on est sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de ce que l'on dit. Mais quand vous avez tout payé, et puis les ingénieurs qui ont élaboré votre produit, ça vous coûte 5 €. Vous réussissez à le vendre 10 €, donc vous faites 5 € de marge. Si vos matières premières montent pour le créer, ça va vous coûter 5,50 €. Donc, soit vous mettez votre produit à 10,50 €, soit vous continuez à le vendre à 10 €. Dans ces cas-là, vous allez gagner que 4,50 € par produit. Si globalement l'inflation monte, tous les prix montent, vos salariés, ils vont vouloir eux aussi avoir une augmentation de salaire, pas parce que c'est un droit ou quelque chose comme ça, mais parce qu'ils veulent aussi continuer à vivre à peu près normalement, à conserver leur pouvoir d'achat, et donc il y a une pression supplémentaire sur les salaires. Et vous allez peut-être monter les salaires. Donc du coup, votre produit qui
que vous pouviez produire à 5 euros. Augmentation des matières premières, ça vous coûte 5,50 €. Augmentation des salaires, ça vous coûte 6 €. Et vous allez donc plus faire que 4 € de marge. Donc c'est pour ça que l'inflation détruit les bénéfices, détruit les marges des entreprises. Et c'est pour cela que quand on a une période inflationniste, on a mathématiquement plutôt des retraits, une baisse des actions, parce que les actions, les entreprises sont moins rentables, les dividendes vont être moins bons, donc du coup, on va peut-être voir investir sur d'autres secteurs. Et en plus, ce serait pas fini, mais quand vous avez de l'inflation, vous avez les banques centrales pour essayer de contrer l'inflation, parce qu'on voit ô combien c'est négatif. Alors ceux qui vous disent que l'inflation c'est positif, allez voir ce qui se passe au Venezuela. Voilà, je crois que renseignez-vous 2 minutes et vous allez voir, c'est totalement, bon, c'est de hyper inflation. Mais quoi qu'il arrive, l'inflation, ça appauvrit les entreprises et ça appauvrit les particuliers. Donc c'est pas quelque chose qui est particulièrement bon. Surtout, bon, on va dire quand on dépasse, là on est à 3,3 sur un an sur la zone euro. Quand on dépasse 3%, ça commence à être un petit peu problématique parce que c'est global. 3%, ça veut dire que vous avez des secteurs qui ont pris 10, 15%, 20%, et vous en avez d'autres qui ont quand même diminué. Alors ça paraît bizarre, tout le monde a l'impression, parce qu'on ne retient que les prix qui montent, hein. On ne retient pas les prix qui baissent. Par exemple, l'informatique, ça ne vaut plus rien du tout. Ça ne vaut plus rien du tout. Si on considère que un SMIC tourne aux alentours de 1 400 € en France, pour 1 400 €, vous pouvez vous acheter un très bel ordinateur, par exemple. Quand je fabriquais les ordinateurs, quand je les montais, j'avais 15 ans, donc il y a 30 ans en arrière, acheter un ordinateur correct, c'était pas un mois de salaire d'une personne au SMIC, hein. C'était 6 mois de salaire d'une personne au SMIC. C'était, oui, c'est ça, à peu près 6 à 7 mois de salaire. Donc l'informatique, les prix en 30 ans ont été divisés par 7. C'est comme si votre baguette de pain qui coûte 1 € ne coûtait plus que 14 centimes. Vous voyez cet écart. Donc on est très sensible à l'inflation du quotidien, parce qu'on le voit tous les jours. Je vais acheter mon kilo de pommes, il est passé de 2 € à 2,50 €. L'inflation, je l'ai en pleine gueule. Je vais acheter mon ordinateur, ça me coûte 1 000 €, j'en change d'un autre ordinateur qui est X fois plus puissant, etc. 5 ans plus tard, il me coûte 900 €. Mais je ne m'en rends pas compte, parce que c'est un achat rare. Le prix des voitures aussi a extrêmement baissé. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a qu'une inflation de plus 3,3%. Alors tout le monde a l'impression qu'il y a 15 ou 20% d'inflation. C'est parce qu'on n'achète pas des voitures tous les jours, c'est parce qu'on n'achète pas des ordinateurs tous les ans. Bon, sauf moi, mais je suis un geek, donc ça c'est autre chose. Voilà, je voudrais vraiment que vous compreniez cet ensemble de données pour vous dire que la fin de l'âge d'or, on achète, la bourse monte, on ferme les yeux, on gagne de l'argent et on se prend pour un super trader. C'est terminé maintenant. Maintenant, ça va être du vrai trading, si j'ose dire. Ça va être du trading difficile, beaucoup plus difficile. Il va falloir être beaucoup plus prudent. Il va falloir se dire, tiens, j'achète cette action-là et puis je suis quasiment sûr de gagner de l'argent. Non, là, il va falloir être très, très sélectif. C'est pour ça que je vais vous présenter quelques actions qui me paraissent intéressantes actuellement. Sur le DAX 40, même chose. Alors, le DAX 40... j'espère que vous avez suivi le Good Morning Trading quand même, vous avez lu mon livre, mais petit passage sous le plus bas de la semaine précédente, sous le plus bas du mois précédent, 15 000, niveau symbolique fort, petit passage en dessous. Alors j'avais dit idéalement 14 975, bon, on est descendu à 14 964 et fort rebond puisqu'on a pris quasiment plus de 250 points. Ça, c'est le genre de configuration qu'il ne faut pas louper. Par contre, je vous avais dit, je pense que la force du rebond sera beaucoup moindre à cause des inquiétudes. Donc c'était plus pour un scalper et un day trader. Et effectivement, on a eu le rebond et on voit l'amplitude est vraiment beaucoup moindre, hein. Elle est divisée quasiment par 4. Donc ça aussi, c'est un signal de faiblesse. Et on le voit très bien là sur mon graphique sur l'année,
que sur le DAX, eh bien, on commence à revenir sur les plus bas du mois de juillet et que finalement on arrive au niveau du mois d'avril. Donc on a quasiment effacé très rapidement 6 mois de hausse molle avec quelques hésitations. Là, on vient de rogner 6 mois de baisse. On est revenu sur les niveaux de début avril. Et heureusement qu'on a eu notre petit rebond parce que sinon, on aurait été plutôt sur les niveaux de fin mars. Donc, phase baissière, hein, c'est ça qui est important. Je sais, ça fait 10 ans qu'on achète. Tout le monde me dit que mais Benoît, pourquoi t'achètes? Alors pour ceux qui m'ont pas connu, je vous rappelle que on me posait la question en 2008, mais pourquoi tu vends? Je paraissais comme un gars qui tradait que dans un seul sens, qui vendait en 2008, 9, 10, j'ai fait que vendre. Oui, mais parce que le marché s'écroulait, donc on vend. C'est pas une religion être acheteur ou vendeur. Certains ont l'impression que c'est PSG ou OM, c'est leur identité. J'ai une identité comme acheteur, j'ai une identité comme vendeur. Et quoi qu'il arrive, je fais qu'acheter, quoi qu'il arrive, je fais que vendre. Bon, alors si vous allez choisir un des camps PSG ou OM, il vaut mieux prendre le camp des acheteurs globalement, hein, parce que on peut monter sur 10 ans, baisser sur 2 ans et remonter sur 10 ans. Les phases acheteuses sont toujours beaucoup plus longues, mais les phases vendeuses, on peut, comme on le voit là, en 15 jours, on a perdu 6 mois de hausse sur le DAX. Hein. En 15 petits jours, hein, ça va très vite. On s'en rend pas compte, c'est un petit peu larvé, mais on a quand même perdu quasiment sur les plus hauts, près de 5%. Tranquillos, hein, il n'y a pas eu de vente panique ou quoi que ce soit, mais voilà, on a déjà perdu 5%. Bon, d'ici un mois, on peut reperdre pourquoi pas 5%, et on se retrouve à 14 500, et on va être sur les niveaux quasiment de début d'année. Pourquoi pas? Dans un mois, on peut avoir effacé toute la hausse du DAX sans aucun souci, voire même avec une forme de lenteur. Sur les indices américains, on a perdu à peu près certains 3% juste cette semaine. On va regarder le Dow Jones 30, que voici, le Nasdaq, et après on va passer un petit peu aux actions. Le Dow Jones, bon, il n'était pas si facile à faire celui-là. Personnellement, je ne l'ai pas fait ça sur le Dow Jones. Le plus bas de la semaine prochaine, il y avait une telle pression que j'avais l'impression qu'il pouvait craquer, et je l'attendais beaucoup plus bas. Je l'attendais sur le niveau symbolique des 33 000. Bon, ça s'est joué à peu près à 1%. Il manquait 1% de baisse. Tant pis, mais je pense franchement que sur l'indice américain, même sur le Dow Jones, essayez de voir les 33 000, si on retourne dessus, ça peut, là on a, je pense, un gros potentiel. Je voyais vraiment le Dow Jones se baisser plus bas, parce qu'on avait tellement stagné là, toute la nuit en dessous, on passait un petit peu au-dessus. Voilà, il suffisait d'un rien, une petite news, un gros qui appuie, et puis on se retrouvait rapidement sur les 33 000. Bon, on a eu le rebond sur les 15 000, les niveaux symboliques sur le Nasdaq, sur le DAX, mais c'était plutôt bien. Je reviens juste sur le DAX 40. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les scalpers et les day traders. On est passé du DAX 30 au DAX 40, et je vous avais dit que j'allais en faire un petit point. Je me suis concentré sur des journées sur des heures, des pages horaires qui n'étaient pas très volatiles, et il bouge mieux. Hein. Le DAX 30, ça faisait à peu près, on va dire, 18 mois qu'il était très mou, qui commençait à devenir, on va dire le mot chiant à scalper. C'était plutôt du day trading, et encore, c'était pas franchement l'extase. Mais depuis que c'est devenu le DAX 40, donc ils ont rajouté 10 autres entreprises, numéro 31 à 40, hein, entreprises allemandes. Il est plus sympa à trader, et ça redevient mon petit DAX 30 de l'époque. C'est pas la folie, hein, non plus, attention, c'est pas le DAX 30 qu'on a connu en 2012, 2013, 2014, qui ressemblait plus à un Nasdaq, mais il est sympa à trader. Il est sympa à trader en scalping et day trading. Et si vous cherchez, si Nasdaq par exemple vous fait peur en termes de volatilité pour
pour faire du scalping, parce que c'est quand même... il y va, surtout au début. Le DAX 40 me paraît un très bon outil d'apprentissage pour faire du scalping. Et puis, si vous gagnez de l'argent dessus sans souffrance, bah, gardez-le. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les indices américains. Je le dis toujours, si vous gagnez de l'argent avec le Belvin, bah, ne vous posez pas de questions. Continuez à trader le Belvin. Contactez-moi, je serais quand même surpris de savoir comment vous pouvez gagner de l'argent sur le Belvin. Mais le DAX 40 devient, à mon sens, un bon outil pour commencer à faire ses gammes sur le scalping et le day trading. Il retrouve une nervosité sans être excessive. Voilà, c'était juste le petit passage sur le DAX qui m'intéressait. Hop, ah bah voilà, diffusion multicanaux, ça passe pas. C'est du direct. Alors, ProAltime déconnecté. Oui, c'était un peu ce que je craignais parce que le samedi, ils font de la maintenance. Et ça repasse. Ça, c'est bon. Ouf. Ils font la maintenance pour mettre à jour les serveurs et tout ça. Donc, voilà, c'est un peu risqué en fait de faire les analyses le samedi. Mais bon, du coup, super, ça a duré 3 secondes. Le Nasdaq. Regardez bien, il va beaucoup moins bien que les autres. Et là, on est en plein sur l'inflation. Là, je vous mets le Dow Jones. On voit, on a vraiment un rebond. On a une tentative de retour, au moins sur les plus hauts de mardi. Une vraie tentative de rebond sur le Dow Jones. Le Nasdaq, pas du tout. J'allais dire, il nous a fait un petit rebond symbolique. Et regardez bien. Ça montre vraiment qu'il est en difficulté. Je zoome. Il a tenté de rebondir donc vendredi et il a été bloqué, mais alors c'est la précision algorithmique à quelques points sur le plus bas de la semaine précédente. Et ça, c'est un signal de baisse et il a reflué, il n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. Et ça, c'est vraiment un signal de baisse fort sur cet indice qui est le Nasdaq. C'est quand on baisse et que le vendredi on essaye de se raccrocher, de revenir sur le plus bas de la semaine précédente. Comment vous dire, c'est comme c'est quelque part la dernière chance aux acheteurs de montrer qu'ils sont encore là, que la situation n'est pas entre guillemets désespérée dans ce camp-là, et ils envoient un petit peu leurs troupes de réserve, si j'ose dire. Normalement, pour essayer d'emporter et de casser le rythme baissier qui s'installe. C'est ce qui s'est passé pour le Dow Jones. Hein. Ils ont envoyé leur dernière force, mais à 34 000 points, ce qui n'était pas évident. Les vendeurs, il n'y en a plus eu sur le Dow Jones. Et ça a permis au Dow Jones de bondir de 250 points. Par contre, sur le Nasdaq, il y avait du monde à la vente. Et ça, c'est un mauvais signe. Vous voyez, techniquement, pour ça que j'aime bien avoir des graphiques sur 15 jours. Le point bas était ici, on a pas mal rebondi, et là on n'a vraiment pas réussi à se raccrocher. Donc ça, pour moi, c'est un signe de grande faiblesse sur le Nasdaq. Et je vous rappelle, de tous les indices, quand on a des pressions inflationnistes, c'est le Nasdaq qui risque de se prendre le plus dans la tête. Je vais vous faire analyse de 3 actions que je trouve extrêmement intéressantes à l'heure actuelle: Air France, Accor et Merck. Je vais commencer par Merck, parce que Merck, c'est quand même l'entreprise qui a permis, notamment au Dow Jones 30, de rebondir aussi fortement, parce que nous a annoncé Merck. Alors je vais vous le lire, parce que je n'ai pas retenu le nom. Merck a créé la première, ça a été présenté par le laboratoire américain Merck, la première pilule efficace contre le virus du Covid. Ça s'appelle le Molnupiravir. Donc le Molnupiravir, je suis pas sûr qu'ils aient des gros investissements dans leur équipe communication et marketing, mais le Molnupiravir, en plus avec tous les tests complotistes, appeler Piravir un de ces médicaments, ça fait un peu pirate et tout ça, enfin bon, peu importe. Donc le Molnupiravir est une pilule qui est pour la première fois un traitement contre le Covid. Ça veut dire que pour l'instant on n'avait pas de traitement contre le Covid. On avait le meilleur traitement, j'allais dire, c'était
le vaccin, mais le vaccin, c'est de la prévention. Ça vous empêche à 9,x% d'avoir le Covid. Mais là, c'est un traitement. C'est-à-dire qu'une personne qui a le Covid peut prendre cette pilule au nom totalement improbable, et ça réduit de 50% les risques que la personne fasse un Covid grave, doit être hospitalisée aux urgences, au respirateur, etc. Donc c'est une super nouvelle. Et ça a fait bondir, comme vous pouvez le voir, l'action Merck, qui finalement se stabilise. Hein. On nous dit toujours les pharmaceutiques font des fortunes sur le Covid, machin bidule. Rien du tout, rien du tout. C'est du range, c'était plutôt du range bas entre guillemets pour Merck. Alors ils ont la pilule, je vais pas dire miracle, hein, mais miracle sera à 100%, mais ça fait bondir l'action, mais l'action revient en fait grosso modo sur à peine les plus hauts d'un an en avance. Et donc tout ce qui est pharmaceutique et tout, bon là j'ai pris l'exemple de Merck qui en plus a eu la méga super nouvelle pour eux vendredi, ce qui lui a permis de prendre presque 10%, plus 8,8 de mémoire, ouais c'est à 72,80, ouais, donc ils ont pris un peu plus de 10%. J'avais vu une clôture à plus 8,8. Bon, c'est pas... Bon, ils ont pris 10%, mais ils n'ont pas fait fortune. Hein. Ils ont simplement... Le cours de l'action est à peu près le même qu'un an avant, et avant même cette découverte. Donc les groupes pharmaceutiques... ça n'a pas été du tout des explosions, et beaucoup de groupes pharmaceutiques ont perdu énormément d'argent et leurs actions sont au plus bas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont investi des fortunes colossales pour trouver un vaccin, et ils l'ont pas trouvé. Donc c'est un petit peu grave. Mais ce qui est un élément clé peut-être de la reprise du Dow Jones, là c'est très clair, c'est ça. Mais peut-être d'une détente sur les marchés la semaine prochaine, c'est cette pilule où on se dit, vraiment, le Covid, on va en entendre de moins en moins parler. Ce qu'on entend de plus en plus parler, hélas, c'est l'inflation. Mais le Covid, on va finalement en entendre de moins en moins parler. C'est quelque chose qui est... c'est un médicament qui est... alors, il est en phase 3 avancée, si j'ose dire. Il n'y a pas encore des instituts, des régulateurs de santé qui ont approuvé la commercialisation, mais il a beaucoup d'avantages. Hein. C'est une pilule, c'est ultra facile d'utilisation. Vous les mettez dans des petites bouteilles, et vous pouvez les envoyer dans des petites boîtes, et vous pouvez les envoyer n'importe où. Faut pas que ce soit conservé, faut pas que ce soit injecté dans les 6 jours, il faut pas que ce soit à moins bidule. Vous envoyez ça en Afrique, hein. Il y a aucun souci. En termes d'urgence, hop, après il faudra voir à combien c'est commercialisé, etc. Bon, je pense qu'il y aura la solidarité des pays occidentaux pour, entre guillemets, en acheter, en distribuer dans les pays les plus en difficulté en Afrique. Oui, je suis un humaniste, je crois en cela, absolument, c'est pas du tout utopique. D'autant moins utopique que c'est aussi l'avantage des pays occidentaux de réduire les possibilités d'avoir des variants qui se développent. Donc voilà, si on peut entre guillemets traiter les gens rapidement, et que le virus ne travaille pas trop dans le corps humain pour trouver des parades, ce serait plutôt pas mal. Mais là voilà, on a des super bonnes nouvelles, et il faut se réjouir des bonnes nouvelles. Il faut arrêter d'être en permanence négatif. On a un vaccin qui marche, on a Merck qui nous sort sa pilule. Imaginez si on n'avait pas eu le vaccin. On a eu plus de 100 000 morts en France, mais ça aurait été, les hôpitaux auraient été totalement débordés, surtout avec le variant Delta ultra contagieux. Donc ce côté-là, on respire. J'insiste dessus, et là vous allez voir, habile transition. Qui pourrait profiter le plus de la fin du Covid? Et bien là, on attaque Accor et Air France, le secteur des loisirs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à surveiller. Alors, hop, 2 secondes, il faut juste que je regarde un truc. J'en ai partout. Tant pis. Hop, bon, je l'ai plus, je sais plus où j'ai mis mon icône. Bon, tant pis.
On va commencer par le groupe Accor. Alors vous connaissez le groupe Accor, c'est tous les hôtels. C'est tous les hôtels que vous avez en France, grosso modo. Vous allez sur du Ibis, du Mercure, etc. C'est le groupe Accor. C'est le numéro 1 mondial en Europe. La plus grande, c'est le plus implanté en Europe partout. Et c'est le numéro 6 mondial. Et ça, c'est intéressant parce que il est très centré sur l'Europe. C'est pour ça que je vous parle du groupe Accor. L'Europe est le continent qui est, au niveau économique, qui a été le plus impacté, on va dire, par le Covid. Pourquoi ? Du fait du vieillissement de la population européenne, des pays qui ont 60% de 60% de moins de 30 ans, le Covid, ils l'ont. Voilà, et ils ont 8 à 10% de personnes de plus de 80 ans. Bon, le Covid, ils l'ont eu, ça circule, mais ça n'a pas eu un impact majeur. C'est sur les vieux pays, les pays à la pyramide des âges, où des gens de plus de 60, 70, 80, 90 ans sont une grande part de la population, c'est ces pays-là qui ont été les plus touchés. Et où est-ce que l'on vit le plus vieux ? C'est dans les pays les plus riches, parce qu'il y a les médicaments, on mange à notre faim, on est soigné, donc voilà, on vit un petit peu plus longtemps. En fonction de l'endroit où vous êtes né, votre espérance de vie peut varier de 30 ans. Oui, il faut avoir. Donc si vous me regardez généralement, c'est que vous êtes dans un pays plus ou moins occidental, avec une connexion internet qui implique que le pays est à peu près développé. Mais là, c'est la loterie dès le départ. Hein. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. C'est bien en droit. Il faut rappeler les deux derniers mots. C'est en droit, la Déclaration des droits de l'homme. Mais voilà, c'est pas tout le monde a la même chance dès le départ. C'est juste la loi qui s'applique à nous est la même, qu'on soit riche, pauvre, grand, gros, maigre, vert, rouge. Pour les rouges, c'est limite quand même. Hein. Bon, allez. Pour les rouges aussi, on est sympa, il n'y en a quasiment plus, donc ça va. C'est une horreur ce que je viens de dire, mais je blague, hein, je préfère le dire. Ma blague est anti-raciste et non raciste. C'est pour lutter contre le racisme, pour dire combien c'est débile de faire une différence entre les gens en fonction de leur poids, de leur sexe et de leur couleur de peau, de ce qu'ils pensent, de leur religion, de n'importe quoi. On est tous des êtres humains. Et on crèvera tous, donc voilà, et si on se fout de la paix quand même, ce serait plutôt pas mal pour le temps que l'on a sur Terre. Donc, après ce message antiraciste qui me paraissait fondamental, je disais quoi ? Oui, l'espérance de vie. Donc si on est en Éthiopie, l'espérance de vie, c'est 50 ans. Hein. Et 50 ans, c'est plutôt on s'en sort bien dans les couches CSP un peu plus, c'est 40, entre 47 ans, la moyenne, c'est entre 40 et 50 ans. Vous êtes né en Occident, c'est 80 ans plus tôt. Vos enfants qui naissent maintenant en Occident, si, entre guillemets, tout va bien et tout se maintient à peu près, les 100 ans sont atteignables. Hein. Voilà. Un peu plus compliqué pour ma génération, parce qu'on a beaucoup bouffé au McDo quand même. Hein. En tout cas moi, un peu plus compliqué, mais vos enfants, là, actuellement, bien nourris et tout, avec les progrès médicaux et tout, la centaine est quand même un horizon atteignable et plutôt en bonne santé. Donc, pourquoi c'est important de se concentrer sur le groupe Accor ? Parce que le groupe Accor, c'est celui qui est le numéro 1 en Europe. L'Europe étant le plus touchée par le Covid du fait du vieillissement de la population européenne. Quand on voit le groupe Accor qui repart, ça veut dire que leur hôtel en Europe commence à être rempli. Et là, c'est un signal de, entre guillemets, fin du Covid. Il circulera toujours, mais fin du Covid en tant que problème économique et ralentissement. Et là, sur le groupe Accor, on a plutôt une belle dynamique qui commence à s'installer. Et on a le niveau super sympa des 30 €. On est passé légèrement en dessous et on a eu une très forte accélération. Regardez là, si le MACD est utile, très utile pour par exemple le WTI, l'intérêt d'un MACD sur le groupe Accor, il n'y en a pas. Vous le voyez tout de suite. C'est pour ça que ça me paraît très intéressant que vous réfléchissiez à ça, c'est que vous utilisiez peut-être des indicateurs ou avec des réglages différents
ou des indicateurs différents selon le type d'action que vous tradez. Là, concrètement, sur le groupe Accor, le MACD, ça marche pas du tout. Alors vous pouvez, là on est sur 2 semaines, mais voilà, vous pouvez revenir 1 mois, 2 mois, 6 mois en arrière. Ça marche pas. C'est pour ça que j'essaie de lutter contre l'idée qu'on peut trouver la pierre philosophale ou qu'on peut avoir une méthode unique pour pouvoir trader les actions, les indices, le pétrole, l'or en plus, l'euro USD et compagnie. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas possible. Il faut vraiment que vous personnalisiez chacun de vos graphiques en fonction de votre instrument. L'action Accor, ça n'a pas du tout la même personnalité que l'action Renault ou que le Nasdaq. Donc ça, on voit que ça marche pas du tout sur le groupe Accor, le MACD. Par contre, là, on a eu une accélération assez nette, hein, on le voit depuis 15 jours, et ça, c'est quand même, là, on le voit très bien, on a eu tout le mois de septembre une stagnation sur le groupe Accor, et à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle entre guillemets sur le front du Covid, un nouveau vaccin, une réduction, là le cas que l'on a eu avec nos amis de Merck qui ont sorti le Molnupiravir, le Molnupiravir, on va l'appeler le Momo entre nous, ce sera plus simple. Donc avec la sortie du Momo de Merck, Poum, on voit là aussi qu'ils en ont très largement profité. Donc on a une corrélation très nette entre guillemets, baisse du Covid et remplissage des hôtels. Les touristes, ils utilisent quoi généralement pour aller à l'hôtel et changer de pays? Eh ben, ils utilisent généralement les compagnies aérienne. Je sais, c'est pas bien, c'est pas ESG, mais voilà. Hein. Quand on habite Paris, qu'on veut aller à Rome, vous avez le train, c'est une alternative. Vous avez le voyage par âne, qui est un petit peu plus compliqué, et vous avez la voiture, là, c'est vraiment en mode désespoir, et vous avez l'avion. Et c'est ce que les gens vont quand même utiliser tant qu'on peut. On va falloir surveiller les choses. Alors, est-ce que Air France profite de cela? Eh bien, on voit pas du tout. C'est étonnant, mais ils ne profitent pas du tout du meilleur remplissage de leurs avions, que ça décolle plus, qu'ils vendent plus les billets d'avion, etc. La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Vous avez 10 secondes et je vous ai déjà donné la réponse avant. 9, 7, 3. Vous séchez. Je sens que beaucoup il y en a au fond de la classe qui sèchent, surtout ceux qui sont au fond de la classe. Pourquoi Accor, eux, ça marche bien, et pourquoi Air France, ça va pas bien du tout? Ben parce que c'est lié à ça. C'est lié au prix de l'énergie. Parce que pour le moment, on n'a pas réussi à faire décoller, je reviens sur Air France, on est à 75 $. Hein, je reviens sur Air France. Pour le moment, on n'a pas réussi à faire décoller un Airbus à l'énergie solaire. Non, on a essayé plein de trucs, on a essayé de recharger les batteries à mort, on a mis 10 000 hamsters qui couraient dans une roue pour essayer de produire de l'électricité. Non, les hamsters, ils courent pas assez vite, ça ne réussit pas à faire décoller un Airbus. Leur problème à eux, si vous avez pris l'avion récemment, ce que j'ai fait cette semaine, et j'ai repris des billets d'avion pour le mois prochain. Voilà, je suis pour la destruction de la planète, donc je prends des billets d'avion. Les billets d'avion sont extrêmement bas en termes de prix, et pourtant mes avions étaient pleins. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de redonner confiance. Donc déjà, ils n'augmentent pas les prix des billets d'avion. Là, je me retrouve avec des billets d'avion quasiment presque moins chers qu'avant la pandémie. Pour que les gens se réhabituent. Étant donné que j'ai pris 2 avions cette semaine et qu'ils étaient blindés, ça commence à bien marcher. Mais pourquoi l'action globalement Air France stagne, voire baisse fortement? Eh ben, vous pouvez le corréler au prix du baril, au prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'ils font peut-être voler leurs avions, mais comme les prix des billets n'ont pas flambé, ils perdent
perdent pas de l'argent, mais leurs marges se réduisent. Sur un billet d'avion, par exemple, typiquement, qui vendent le même prix qu'il y a 2 ans, s'ils gagnaient 50 € quand je prenais un billet d'avion net, avec l'augmentation de l'énergie, ils en gagnent peut-être plus que 30 €. Voilà, ils n'ont pas répercuté la hausse de 20 €. Ça risque de venir, hein, parce qu'ils vont pas pouvoir tenir comme ça. Mais là, alors que les gens hésitent encore à prendre l'avion, il y a encore un petit peu peur, est-ce que mon voisin n'a pas le Covid, etc., etc. C'est pas le moment pour les compagnies aériennes de monter les prix. Il faut attendre que tout le monde soit rassuré, que tout le monde reprenne l'avion sans paniquer. Peut-être qu'on déclare la fin du Covid et qu'on n'ait plus les masques en avion, etc. Et là, ils monteront progressivement les prix. Mais là, ils se tirent une balle s'ils se mettent à faire suivre leur prix du billet, à le corréler à la montée des matières énergétiques. Et c'est ça qui explique que ça décolle pas du tout les valeurs aériennes, alors qu'on aurait pu se dire elles vont complètement exploser, parce que voilà, et ben elles n'explosent pas à cause justement du fait qu'elles doivent réduire leur marge sur chaque vente de billets. 1, pour que les gens reviennent, 2, qu'ils soient rassurés pour Covid, et surtout parce que les matières premières explosent. Donc c'est pour ça, je trouve ça très intéressant de faire ce que j'appelle du multi-canaux, c'est-à-dire même si vous ne tradez jamais de votre vie le pétrole et tout, toujours avoir un focus dessus, parce que ça a des conséquences quoi qu'il arrive, même sur votre entreprise Air France, et surtout ce type d'entreprise, et ça a même des conséquences sur les marchands de jouets. Alors je ne sais pas si Jouet Club est coté en bourse, voilà, c'est peut-être une marque d'une autre marque, mais ça a même, voilà, le prix du baril de pétrole aura des conséquences sur les marges de Jouet Club assez fort. Donc essayez vraiment d'avoir ce repère-là. Je vous propose de faire le Bitcoin et l'Ethereum. J'ai été très rapide et puis je vais arrêter après. 1 heure, c'est bien. Voilà, donc Bitcoin, Ethereum. On attaque sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, voilà, c'est l'actif qui peut faire tout, absolument tout, et n'importe quoi, et aussi n'importe quoi. Donc depuis 1 an, il est passé, on va simplifier, de 12 000, il est actuellement à 48 000, il a fait X4. Globalement, donc là je vais pas vous faire le rapport Bitcoins pétrole, même si il y a du minage de Bitcoins, mais c'est un autre problème. Ce qui est intéressant de voir sur le Bitcoin, c'est que malgré l'interdiction en Chine, etc., si vous suivez l'actualité, ce qui nous a valu de construire une belle petite vague de baisse, en sachant que les gens qui investissent sur Bitcoin, ça fait 4 ans, 5 ans que la Chine dit on interdit ci, on interdit ça, donc au bout d'un moment les gens n'y croient plus, mais la dernière interdiction ils l'ont vraiment appliquée, donc on a eu ça a mis du temps avant que ça rentre dans les esprits, on a eu notre chute, et là on a une belle tentative de rebond sur le Bitcoin, ce qui a plutôt qui a plutôt pas mal d'énergie. Alors le Bitcoin, essayez de regarder pour vous si ça vous parle sur le MACD. Alors pas un MACD en 1 heure, plutôt voilà un MACD en 4 heures, et le Bitcoin est plutôt pas mal sur un MACD en 4 heures. Là vous voyez ici on commence à avoir signal de vente assez clair sur le Bitcoin, et joup, ça fait tout ça. Ici on a un signal sur MACD de reprise à l'achat, et on rentre plutôt pas mal. Ici on n'a rien du tout, ça bouge pas, on n'a pas réellement de signal, ça stagne. Et ici à partir de là on commence à avoir un rentrée à l'achat sur le Bitcoin, et effectivement ça a été la hausse d'octobre jusqu'à voilà, ça a donné le signal de la hausse de vendredi. Donc on a plutôt une tendance, je reste en 4 heures, on a plutôt une tendance forte sur le Bitcoin. Ils essayent de revenir
se rapprocher du niveau des 50 000, là on aura peut-être une réaction. Ça représente aussi la R1 mensuelle. La zone des 50 000, 51 000, elle risque d'être difficile à franchir en un coup. Par contre, surtout ces derniers 15 jours, on a vu une zone des 40 000 qui a particulièrement bien fonctionné. Alors le Bitcoin, ça marche aussi sur les niveaux symboliques. Surveillez le MACD parce que là, vous voyez, il commence à décliner. Et donc, aller chercher les 50 000 avec un MACD qui décline, ça va pas être facile. Surveillez, si vous avez la même couleur que moi, la ligne rapide. Si elle recasse, si elle revient, si on a un croisement avec la ligne un peu plus lente, ce sera pas le moment de se mettre à l'achat. On aura certainement une vague de baisse. Le Bitcoin, voilà, 40 000, bon, à voir. Si vous avez un signal MACD qui vous relance dans ce sens-là, là, ça permettait de rentrer dans le pire des cas sur du 42 43 000 et on pouvait sortir sur du 45 000, donc on se faisait 5-6% en quelques heures sur le Bitcoin, c'était plutôt pas mal. Mais on a pour l'instant la grande question sur Bitcoin, ça va être ici. C'est est-ce qu'il va pouvoir rejoindre les 50 000 et se maintenir dessus sans se prendre une méga claque. Là, grosso modo, il est passé de 52 000 à 42 000, il s'est passé une méga claque et ça a été des prises de bénéfices importants au-dessus de 50 000. Il y a des gens qui ont appuyé sur le bouton j'encaisse et poum, ça a été extrêmement rapide. Attention, ils sont peut-être, si on se rapproche des 50 000, à nouveau là prêts à encaisser et à se faire une bonne vague de baisse. Là, ce que je vois, c'est quand même, j'ai l'impression que les gros vendent au-dessus de 50 000, entre guillemets, ils encaissent, et puis ils laissent le temps à ce que tous les petits commencent à remettre un petit peu d'argent. Est-ce que ça remontouille un petit peu? Et si ça remontouille beaucoup, si ça revient sur les 52 000 ou 53 000, il y a de fortes chances qu'il rappuie sur le bouton et qu'on se reprenne une nouvelle petite claque. Sur l'Ethereum, on a à peu près le même profil sur l'Ethereum. Alors j'aime beaucoup l'Ethereum, je préfère pas trop vous en parler parce que j'en ai miné pas mal, donc du coup plutôt content quoi, on va pas pleurer. Donc je peux pas être très objectif sur l'Ethereum parce que forcément je le vois monter vers l'infini au-delà, mais c'est tout simplement parce que je sais que j'ai un biais en possédant pas mal d'Ethereum. Donc je sais que qu'on fait des analyses crypto, on fait du Bitcoin, c'est de l'Ethereum, je préfère vous dire, je ne peux pas avoir une vision honnête sur l'Ethereum. Quand je vois ça, je suis content que ça s'est passé au-dessus de 3000, je suis content. Ça a plutôt un profil un peu moins prononcé de baisse que le Bitcoin. Le Bitcoin, je trouve quand même qu'il a du mal, il patine un tout petit peu. Et l'Ethereum, on le voit bien. Attendez, je vous remets. Le Bitcoin, là, par rapport au mois de mars-avril, il n'est pas revenu du tout sur ces niveaux. Il a en fait son rebond, il a récupéré, on va dire 60% de la baisse. Si on compare ça à l'Ethereum, attention, poum, lui il a déjà au moins fait une tentative pour revenir sur ses plus hauts historiques. Alors on en est loin sur les plus hauts historiques. Sur Bitcoin, on voit qu'il a un petit peu plus de faiblesse et les accélérations sur l'Ethereum sont un petit peu plus vives, voilà. Mais je vous dis attention, j'ai un biais, mais je pense que techniquement, graphiquement, ça se voit. Le gros énorme enjeu, énorme difficulté pour l'Ethereum, on le voit, ça se situe ici, c'est rester au-dessus des 3000 pour essayer d'avoir un nouveau gap et aller remonter sur les 3005, voire les 4000, soyons fous. Mais voilà, son gros enjeu, c'est d'essayer de préserver ces 3000. Et puis s'il lâche, les 2005 me paraissent faibles, on a peut-être les 2004 pour maintenir et avoir un rebond. Mais très honnêtement, si on revient sur 2004, qu'on a un rebond, on n'aura quand même pas un profil de winner. Il faudra commencer à se poser la question. En tout cas pour moi, si on n'encaisse pas ces bénéfices sur l'Ethereum, pour le moment,
je laisse la chance au produit, si j'ose dire. Et sur le Bitcoins, bon, j'ai pas de Bitcoins, donc du coup, j'en ai eu plein des Bitcoins, hein, mais c'était à l'époque où personne n'en parlait et où ça valait entre 8 et 10 dollars. Ne me demandez pas combien je les ai vendus. Ne me demandez surtout pas combien je les ai vendus. Mais bon, c'était un truc de geek à l'époque. Même moi qui minais à fond les Bitcoins dans ma boîte d'informatique avec 6 ordinateurs. À l'époque, on minait avec 10 ordinateurs. Voilà, on n'avait pas. C'était le tout début. Hein, je me rappelle, j'en ai parlé sur le forum. J'en ai parlé, je crois, sur le forum, ça devait être en 2011. Un petit peu en 2012. Bon, vente totale, hein, ça intéressait personne. Voilà, donc j'ai laissé tomber. Et puis, mais j'ai fait des beaux bénéfices, hein, sur Bitcoins. Mais quand on voit qu'il a 50 000 $, ça fait mal, hein. Mais voilà, c'est la vie. J'ai gagné sur d'autres valeurs. Mais voilà, j'ai connu le Bitcoin à 8-10 $ et le voir à 50 000, ça paraît complètement hallucinant. Surtout quand vous dites, j'en avais, oula, combien? Oui, d'accord. Bon, en même temps, ça n'aurait pas énormément changé ma vie, hein. J'aurais toujours la même voiture et j'y vivrai au même endroit, hein. J'aurais juste beaucoup plus de sous sur mon compte en banque, 2 zéros de plus, je pense, et 1 zéro de plus, ouais, 1 ou 2 zéros de plus. Et rien, je tarderai plus, c'est tout. Ça changerait pas grand chose. Rien en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à peu près sur les zones importantes. Alors le Bitcoin, c'est évident que le gros objectif, on l'a vu là, hein, c'était un petit peu tendu en début de semaine, c'est qu'il puisse préserver ces 40 000. Là, les 40 000, on l'a testé, ça paraît un support intéressant. Mais voilà, il n'a pas un profil de winner et on pourrait se reprendre vraiment une petite patte baissière. Alors là, s'il casse les 40 000, la revoyure c'est 35, hein, sur le Bitcoin, à mon avis. 11h15, j'ai fait 1h10, j'étais un peu bavard, je ne sais pas si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à m'écrire, c'est très facile pour m'écrire, c'est Benoît, B-E-N-O-I-S-T, c'est une coquetterie de ma mère à ma naissance, je n'y suis pour rien, donc Benoît, B-E-N-O-I-S-T@andlil.com. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous pensez de ce format. Vous le trouvez peut-être un petit peu long, moi je trouve que c'est le week-end, on a le temps de prendre son temps pour développer un petit peu les choses et voir des nouveaux secteurs. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, à m'écrire, il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer. Je vous embrasse et je vous retrouve dans 45 minutes pour parler de mon école que je lance lundi. Vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, pour que vous puissiez réfléchir à si ça peut être intéressant pour vous ou pas. Donc mon école d'économie, bourse, trading, géopolitique. Et oui, on va pas faire que du trading technique parce que c'est pas suffisant pour être rentable en bourse et comprendre l'environnement qui nous parle. C'est ce que j'essaye un petit peu de démocratiser en vous montrant que c'est bon d'avoir des bonnes connaissances sur le trading du WTI par exemple, même si vous êtes sur le marché action, et comprendre tous les mécanismes, le pétrole, l'inflation, le transport, les coûts, les rendements, la rentabilité des entreprises, etc. etc. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à en parler autour de vous. Attendez, on va quand même le faire proprement, et à vous abonner, ce serait cool. Donc rendez-vous à midi pour la présentation de mon école de trading et d'économie. Et puis dimanche, on se refait plaisir pendant, je sais pas, une petite demi-heure, une petite heure, ça dépend. En fonction de ma forme et de mon cheminement intellectuel sur les valeurs de la chevalerie au Moyen-Âge.